quand j'ai fini mes études de diététique, je me suis dit, pourquoi je ne serais pas médecin? Voilà. Donc, hop, je l'ai été. Ensuite, pourquoi je n'ouvrirais pas une école de formation? Hop, je l'ai été. Pourquoi je ne créerais pas un nouveau métier? Hop, j'ai lancé un nouveau métier. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qui m'attend plus tard. Et parce que tout ça se cumule quand même, hein, donc il faut quand même beaucoup d'énergie. Mais voilà, on est tous et toutes capables de plein de choses. Il ne faut pas douter de soi. Par contre, il faut être lucide. Hein. Il faut être lucide. Ça veut dire que quand on prépare son coup, il faut quand même bien le préparer. C'est un peu comme chez les gens qui fument. Il y a le petit déclic superficiel hein, qui vous fait tenir juste un mois, et puis il y a le déclic sincère et profond qui vous fait arrêter définitivement. Mais c'est pareil, quand on tient à un projet, il se mûrit, il se réfléchit. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi, c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération. Trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre. Et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, je reçois dans le podcast une femme de caractère qui nous montre qu'il n'y a pas de limite. Laurence a fait des études pour être nutritionniste et après seulement 2 ans d'exercice, elle décide de faire médecine. Elle devient alors médecin, nutritionniste à l'hôpital. Elle constate un grand vide dans la formation médicale et décide donc de créer son école de nutrition à destination des professionnels de santé. Forte du constat que la clé de la bonne santé repose sur 3 piliers de la vie quotidienne, à savoir la nutrition, l'activité physique et le sommeil, elle crée sa propre méthode, la napsothérapie, et ainsi naît un métier auquel elle forme des centaines de personnes chaque année. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Laurence Plumet. Hop là. Bonjour Laurence. Bonjour Charlotte. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'objet que vous avez choisi pour vous présenter, s'il vous plaît? Ah, alors moi j'ai choisi un petit avion, un petit coucou tout rouge, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que survoler la Terre, que de découvrir les populations, les personnes. Et je trouve que c'est bien de prendre de la hauteur aussi dans sa vie. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce petit coucou rouge, que je le vois très vaillant, passant partout et me permettant d'aller à la rencontre des gens, des pays, des cultures. Et c'est exactement ma façon de faire aussi, puisque en qualité de médecin, je suis toujours curieuse finalement de découvrir les gens que j'ai en face de moi. Voilà. Et voilà. Donc j'ai trouvé que ce petit coucou rouge me représentait assez bien. Super. Est-ce que vous pourriez nous parler de où est-ce que vous avez grandi, s'il vous plaît? Ah ben moi j'ai eu une enfance heureuse, sportive, saine, des parents très encadrants, des études que j'ai toujours adorées. En fait, j'ai toujours beaucoup aimé apprendre. Et déjà toute petite, mes parents me disaient mais qu'est-ce que tu parles? Je Et vous avez parlais grandi beaucoup où? à Paris. Je suis à D'accord. Paris. Voilà. Paris même? Oui, tout à fait. Oui, je suis née à Paris. Et donc, j'avais toujours grand plaisir à raconter des histoires, à expliquer les choses, à m'émerveiller de tout. Je savais pas encore que je serais médecin, mais j'étais curieuse de tout. Voilà. Donc, j'adorais les études aussi. Je dois dire que j'étais souvent dans les 5 premières de ma classe, mais j'aimais ça. J'aimais ça, je faisais également du sport. Enfin, voilà, une vie saine et une scolarité agréable. Et ce qui fait que quand j'ai passé mon baccalauréat, j'avais envie de continuer mes études. Et puis un jour, c'était en terminale dans mon lycée, par le plus grand des hasards, si le hasard existe, et moi je pense qu'il n'existe pas, On est on m'a d'accord. fait pousser une porte et je suis rentrée dans une salle où une diététicienne présentait son métier. Et là, quand je l'ai entendu, je me suis dit, ça, je veux faire un métier dans la nutrition. Alors au début, j'ai fait des études de diététique sur 2 ans. J'ai travaillé un petit peu comme diététicienne à l'hôpital. Et puis je me suis dit, oh là là, je peux aller encore beaucoup plus loin que mes 2 années d'études. Je veux être médecin nutritionniste.
Et là, je me suis inscrite en fac de médecine, j'ai passé le concours, mais comme j'aime beaucoup apprendre, j'ai passé toutes les épreuves. Donc, il y avait 2 concours, un à la fin de la première année et un à la fin de la 6e année. Et je me suis régalée pendant mes études, je me suis régalée aussi de mes stages à l'hôpital et je me suis dit, ça, c'est vraiment un métier pour moi. Et donc, on va dire, à bac+13, hein, je me suis dit, bon, allez, maintenant, j'en sais assez, il faut que je passe à l'acte. Et d'emblée, je me suis intéressée à l'activité hospitalière. J'ai développé la première consultation d'enfants en surpoids à l'hôpital Necker, puisque à l'époque, nous étions, bon, je vais peut-être pas dire l'année, mais il n'y avait pas de consultation pour les enfants en surpoids. Et déjà, mon petit doigt me disait qu'il allait y avoir un problème d'obésité de la population générale et à commencer par les enfants. Et je trouvais totalement anormal qu'il n'y ait pas une consultation qui soit dédiée aux enfants en surpoids, puisque c'est de la prévention. Hein. Déjà, j'étais très sensibilisée à la prévention. Et un enfant qu'on aide à maigrir, ça fait par la suite un adulte qui n'aura pas de problème de poids, en principe. Donc, j'ai développé cette consultation. Ensuite, j'ai développé une consultation de surpoids, de prise en charge du surpoids de l'adulte à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart. Et là, nous travaillons avec le service de gastro-entérologie de nutrition, avec le service de chirurgie bariatrique et nous accueillons des obèses, donc des personnes qui sont vraiment très, très fortes et à qui nous proposons souvent de la chirurgie bariatrique qui leur permet de redémarrer leur vie avec un poids plus correct et donc une meilleure santé. Ça, c'est pour l'activité hospitalière qui occupe une grande partie de mon temps et dans laquelle... Et une petite question, je me permets de vous couper. Quand vous décidez du coup d'arrêter d'être nutritionniste et du coup de reprendre vos études, comment votre entourage y réagit? Ah, très content parce que mes parents savaient que j'avais quand même un beau potentiel et donc je pense qu'au fond d'eux-mêmes, sans qu'ils m'en aient jamais parlé, ils auraient aimé que je poursuive mes études. Donc ils étaient très contents, ils ne m'ont jamais forcé à faire quoi que ce soit, tout est venu de moi-même. On ne m'a jamais imposé quoi que ce soit. Et ça, financièrement, je suis très reconnaissant. Excusez-moi, comment vous avez fait financièrement du coup, parce que vous travaillez? Je vivais à la maison, j'avais ma petite chambre de bonne, j'avais ma petite chambre de bonne où j'ai travaillé tous mes cours et là j'ai adoré. Moi je suis une grosse bosseuse, donc j'avais 4 mètres carrés, hein, des étagères, des bouquins partout et je travaillais le jour, très peu la nuit parce que j'ai toujours dit que le sommeil était très important. Donc, je dormais très bien, mais je travaillais beaucoup. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai réussi à passer tous les échelons et que je me suis retrouvée donc médecin nutritionniste. Voilà. D'accord. Donc là, du coup, vous êtes médecin nutritionniste. En quoi ça consiste pour ceux qui connaissent pas ce métier? Alors, le médecin nutritionniste, c'est quelqu'un qui s'occupe de soigner toutes les maladies qui ont un lien avec la nutrition. Donc, par exemple, l'obésité, le diabète, les maladies liées à l'excès de mauvais cholestérol, toutes les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, les cancers aussi, voilà, les maladies de la thyroïde aussi, puisque ça rejoint aussi l'endocrinologie. Donc voilà. Donc le médecin nutritionniste, c'est quelqu'un qui appréhende la personne sous l'angle de sa santé, mais qui par un questionnaire adapté comprend ses erreurs de comportement dans le domaine de l'alimentation, de l'activité physique et du sommeil. Et donc au vu de tout cela, il fait un diagnostic et il va aider la personne à mieux manger, à bouger davantage, bref, à optimiser finalement ses comportements de vie pour résoudre en partie ou en totalité ces problèmes de santé. Et quand vous avez eu l'idée du coup de créer cette première consultation pour les enfants en surpoids, comment ça a été appréhendé par l'univers médical? Ah ben c'est simple, le doyen de la fac m'a dit prouvez-moi que c'est utile. J'ai dit très bien. J'ai constitué un joli petit dossier, je suis revenue à la charge, je lui ai tout expliqué, il a dit banco, on y va. Top. Voilà. Donc là, vous savez, dans la vie, il faut, et vous en êtes un exemple, il faut être à l'écoute de ses envies. Moi, je savais exactement ce que je voulais faire. Je me suis donné les moyens de défendre mes idées. J'ai été voir les bonnes personnes. J'ai été convaincante. J'avais bien préparé mon dossier et je savais quels étaient les arguments qui pouvaient porter, car en fait, vous savez, le secret dans la vie pour arriver, c'est l'anticipation. En fait, il faut comprendre ce que la personne en face de vous attend de vous.
Et c'est en anticipant cette attente et en y répondant de façon adaptée que finalement on y arrive. Donc je savais exactement ce qu'il voulait entendre et donc je le lui ai dit et ça a marché. Voilà. Super. Et voilà, voilà. Alors, je vous laisse me poser les questions. Non, du coup, vous êtes médecin nutritionniste à l'hôpital Necker et à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart, à Necker pour l'enfant et à Clamart pour l'adulte. D'accord. Voilà. Et après, alors, quelle est la suite de l'histoire? La suite de l'histoire, c'est que je m'arrête jamais et que j'en veux toujours plus. Et donc, je me suis dit, c'est très bien de soigner les gens, mais c'est encore mieux de former les médecins. J'ai donc créé une école parce que j'ai toujours été choquée de voir, y compris pendant mes études, combien l'enseignement dans le domaine des comportements de vie est vraiment embryonnaire pendant les études de médecine. C'est incroyable. Vous n'avez que 5 à 10 heures d'études sur la nutrition. On ne parle pratiquement pas d'activité physique, on ne parle pas des comportements alimentaires, on ne parle pas de la psychologie des troubles du comportement alimentaire, on ne parle pas du sommeil, on ne parle pas de tout ce qui fait le quotidien des gens et qui leur assure une bonne santé. Autrement dit, le médecin, il est formé avant tout à identifier les maladies et à les soigner avec des médicaments. Ouais. Et donc, nous connaissons bien Hippocrate, n'est-ce pas, qui a toujours dit que l'aliment soit ton médicament et que ça, ta médecine, le reste soit ta façon de manger. Bon, bref. Donc, je me suis dit, c'est pas possible, il faut les former, ces médecins. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé mon école de nutrition qui s'appelle EPM Nutrition, Enseignement pratique et médical de la nutrition, EPM Nutrition, et que j'ai proposé, ou que je propose d'ailleurs toujours, des formations en nutrition, de format pour les médecins ou... Absolument, pour les professionnels. C'est réservé aux professionnels de santé. Je dis au départ, car vous allez voir dans la suite de l'histoire que ça a un peu changé. Bon, ça s'est bien ouvert. Bien. Mais au début, alors là, j'ai eu beaucoup de médecins, surtout des femmes, parce que les messieurs, ne s'intéressent pas trop à tout ça, voilà. Alors que la femme a finalement une sensibilité à la nutrition qui est bien meilleure. D'abord, elle donne la vie, ensuite elle nourrit, elle fait les courses, elle fait les repas. Bon, ces messieurs commencent à s'y mettre un peu quand même, mais la femme a une sensibilité sur la nutrition qui est plus importante et ça s'est bien démontré puisque je dirais que 80% des médecins qui suivent mes cours sont surtout des femmes. Voilà. Puis le rapport au corps n'est pas le même en tant que femme. Le regard des autres, quand on est une femme sur le corps, n'est pas le même non plus en tant que femme qu'en tant qu'homme. Un homme qui a un petit bourrelet, c'est un bon vivant. Une femme qui a un bourrelet, c'est pas pareil. Tout à fait. Et les femmes médecins sont conscientes de ça aussi. Et elles sont conscientes du fait que quand elles ont des patientes en face d'elles qui ont un petit bourrelet, ça les traumatise. Et la femme peut le comprendre, alors que le médecin homme ne va pas le comprendre. Vous voyez, en disant, écoutez, m'embêtez pas avec ça, vous mangez un peu mieux, mangez moins gras, moins sucré, bougez plus. Et puis le côté psy aussi, parce que moi en tout cas, je crois énormément aux liens, aux maladies c'est notre corps qui nous parle, c'est notre corps, c'est notre qui parle, qui veut dire des choses. Et je pense qu'en effet, il y a plus de femmes qui sont sensibles sur le fait que c'est un message que notre corps veut nous délivrer qu'en effet, certains hommes qui sont en mode, je me rappelle quand j'étais allée voir le généraliste de mon immeuble pour avoir un papier d'attestation quand j'ai fait mon burn-out. Et il me dit, vous avez fait une dépression. Je dis, non, mais j'ai pas fait une dépression, je fais un burn-out. Oui, pareil. Non, c'est pas pareil. Et il a balayé ça j'étais là, mais bon, il me fallait mon papier, donc puis j'étais pas dans un état, mais en effet, il y a des hommes médecins qui sont exceptionnels, mais le côté humain, c'est souvent plus féminin. Oui, tout à fait. Donc, en tout cas, ça s'est bien démontré dans la population des élèves, mais je ne m'en plains pas, c'est très agréable, on est entre consoeurs. Comment vous vous êtes fait connaître? Tu sais, par le bouche à oreille, et par le site, la fréquentation du site aussi. D'accord. Je prends assez souvent la parole, de toute façon, dans les médias de toutes sortes, à la radio, à la télévision, parce que parallèlement à ça, j'écris des livres aussi, à peu près un livre tous les 2 ans. Depuis quand? Comment? Depuis quand vous avez commencé à écrire? Depuis 2014. Donc, j'ai écrit 6 livres. Okay. À peu près. Donc, et j'ai grand plaisir à le faire aussi. Et donc, pour en revenir à cette école,
Donc, à l'heure actuelle, j'ai formé à peu près 6000 professionnels de santé et j'en suis très fière pour elles, finalement, parce qu'elles sont très contentes. Je garde toujours contact avec elles parce que, de toute façon, tous les ans, je fais des journées d'actualisation des connaissances parce que la nutrition, c'est une discipline qui, comme toutes les autres, évolue aussi et il faut se former. Hein, il y a beaucoup de changements et c'est ça qui est passionnant. Et donc, j'ai mon club voilà, d'aficionados ou d'aficionadas. Oui. Voilà. Et donc, voilà. Et puis est arrivé ce fameux Covid. Voilà. Donc, en 2019. Et donc, 2020. là, pardon? 2020. 2020, oui, mais ça n'a pas Oui. commencé en 2019, fin 2019, il me semble. Ou Chez les Chinois, ouais. fin 2019, mais 2020. Voilà, c'est ça. Je suis nulle en date, mais c'est 2019 pour mon burn-out, donc j'ai bien les. Tout à fait. Et puis là, donc, dans mes fonctions hospitalières, je voyais les gens grossir, mal manger, ne plus bouger, être stressés, mal dormir. Et je me suis dit, eh bien, il faut que je fasse évaluer mon programme de formation et que je propose des formations qui ne concernent pas que la nutrition, mais également l'activité physique, et c'est bien fait sur la santé et la nécessité de bouger, et le sommeil aussi, puisque là, tout d'un coup, les problèmes de sommeil ont explosé. Il n'est qu'à voir dans les pharmacies actuellement la quantité de compléments alimentaires qu'on propose aux gens pour mieux dormir. Donc, c'est évident que l'anxiété a grandi, et avec l'anxiété, les troubles du sommeil se sont développés aussi. Donc, je me suis dit, je vais développer mon offre en termes de formation et je vais lancer un programme de formation portant dans ces 3 domaines, nutrition, activité physique et sommeil. Et il fallait que je le baptise et j'ai trouvé le nom, voilà, qui est la napsothérapie. Alors, pourquoi napsothérapie? Napso, parce que c'est le N de nutrition, le AP d'activité physique et le SO de sommeil. Voilà. Et la thérapie, en fait, parce que c'est une espèce de thérapie comportementale qui consiste à auditer les gens, à évaluer leurs erreurs de comportement dans ces 3 domaines et ensuite à leur donner des conseils adaptés pour optimiser les comportements dans ces 3 domaines. Donc, c'est une sorte de thérapie comportementale au titre de la prévention. C'est un métier de prévention. Donc, j'en ai fait un beau site, voilà, napso-thérapie.org, et parce que j'estimais que ça le valait. Et puis, à ma grande surprise, j'ai eu un afflux de personnes qui n'étaient pas professionnelles de santé et qui m'ont dit, s'il vous plaît, je voudrais tellement me former et puis donc en faire mon métier, mais je ne suis pas professionnelle de santé, est-ce que je peux m'inscrire? Et là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, bon, ils vont pouvoir apprendre? Est-ce qu'ils vont pouvoir être à la même hauteur qu'un professionnel de santé qui découvre ses cours? Voilà. Donc, j'ai fait un essai. J'ai accepté ces gens-là qui étaient tellement motivés, qui ont suivi ces formations là sur 9 mois, parce que c'est à distance, hein, c'est complètement à distance. Ce sont des cours à travailler, il y a des vidéos, il y a des présentations PowerPoint, il y a des cours à apprendre, il y a des évaluations tous les mois, il y a des visioconférences. Bref, ce sont des personnes qui sont encadrées, mais j'attendais de voir si la motivation allait être suffisante pour que ces personnes puissent assimiler ces cours finalement et les comprendre. Eh bien, figurez-vous que j'ai été épatée de voir que des gens qui venaient de l'immobilier, qui venaient de la finance, qui venaient du secrétariat, aucun rapport avec les métiers de la santé, mais je peux vous assurer que les évaluations mensuelles étaient parfaites et que l'examen final, mais j'avais des mentions bien, voire très bien. Donc, je me suis dit, j'ai aucune raison de les refuser, ces gens-là. Au contraire. Voilà, donc j'en ai fait un métier et ces personnes qui suivent cette formation, au bout de 9 mois, quand elles la suivent bien, elles méritent leur diplôme de napsothérapeute. Alors, je leur précise bien, attention, hein, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas diététicien, il ne s'agit pas de vous occuper de gens malades. Vous êtes des préventeurs, c'est-à-dire que vous allez porter la bonne nouvelle, soit en libéral, en entretien individuel, pour aider les gens à mieux manger, plus bouger et à mieux dormir, hein, sans qu'on soit dans le domaine de la pathologie, soit à prendre la parole dans les entreprises. Parce que vous en savez quelque chose, la qualité de vie en entreprise, c'est pas toujours ça. Ouais. Et les DRH s'investissent de plus en plus dans la qualité de vie en entreprise.
Et plutôt que de faire venir une diététicienne pour la nutrition, un coach sportif pour le sport, un médecin du sommeil pour le sommeil, eh bien là, eh bien, il fera venir une seule personne au lieu de 3 pour faire des animations, des conférences sur la napsothérapie, sur la nutrition, sur l'activité physique et sur le sommeil. Voilà. Donc, il y a vraiment un grand champ d'intervention possible qui est rémunérateur également. Donc, non seulement on se fait plaisir, mais en plus de ça, on gagne sa vie. On aide. Et voilà. On aide. Et on aide. Et en réponse à raison d'être d'aider les gens. Ouais. Absolument. On peut intervenir aussi dans les écoles. Parce que cette formation forme également à la nutrition de l'enfant et de l'adolescent. Donc, on peut intervenir dans les écoles, faire des animations à destination des enfants, faire des petites conférences le soir aussi à destination des parents sur le sommeil et l'enfant, sur l'alimentation et l'enfant, sur l'activité. Justement, je relisais un passage de votre livre tout à l'heure, le dernier qui est sorti du coup chez Erol. Je vous laisse redonner le nom parce que j'ai un trou sur le nom. Tout à fait. Alors, il s'appelle Napsothérapie. En dessous, nutrition, activité physique et sommeil. Et une approche révolutionnaire de la santé aux éditions Erol, donc du docteur Laurence Plumet, avec un Y. Et en fait, je lisais là sur l'heure de coucher des enfants où vous disiez, voilà, moi je me disais, je couche mes enfants ma fille a 9 ans et mon fils 12 ans. Et je me disais, bon, je couche mes enfants à 20h15 dans mon entourage, je pense que je suis celle qui les couche les plus tôt. Mais en fait, voilà, ce que je disais, c'était pour un réveil à 7h, c'est coucher 20h. Fait. Et je trouve que c'est important parce qu'en fait, en tant que parent, en tant qu'être humain, on n'a pas été livré avec notre propre mode d'emploi. Ça, c'est justement ce que moi, ce que j'offre aujourd'hui maintenant aux personnes via mon programme, et via ma propre méthode. Mais on n'a pas non plus le mode d'emploi de nos enfants et de savoir justement à quelle heure il faut les coucher. Enfin, même si on a du bon sens, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur et puis d'un médecin sur ça. Eh bien, bien sûr. Bien sûr. Mais vous savez, vous évoquez le problème du sommeil chez les enfants, mais c'est une catastrophe. Il y a de plus en plus d'enfants qui se couchent beaucoup trop tard. Donc, non seulement les enfants sont en manque de sommeil chronique, ensuite, ils bougent de moins en moins, ça les études le montrent clairement. Donc, les enfants sont en train de prendre du poids, c'est une catastrophe. Donc, il faut intervenir dans les écoles pour expliquer et aux enfants l'art de bien manger, bien bouger, bien dormir, et aux parents sur ce qu'il faut faire à la maison. Parce que il y en a qui ne font pas parce qu'ils ne savent pas, mais il y en a qui font aussi volontairement, qui font se coucher les enfants trop tard volontairement, parce que les deux parents rentrent plus tard le soir, parce que au lieu de dîner à 19h30, finalement on rentre à plus tard et donc on dîne à 20h30, parce que on regarde ensemble le film à la télé, et puis l'enfant va aller se coucher à 22h. Voilà. Mais un enfant n'a pas besoin du même nombre de sommeil qu'un adulte. Il lui en faut beaucoup plus. Il lui faut au moins 10 heures de sommeil par nuit. Donc, s'il se lève à 7 heures, vous avez tout à fait raison de le coucher à 20 heures, mais il y a beaucoup de parents qui ne le savent pas, ça. Et ils sous-estiment aussi les dégâts que peut faire un manque de sommeil chronique. Parce que beaucoup de parents pensent que c'est pas bien grave, il va être un petit peu fatigué, il se rattrapera le week-end. Sauf que le manque de sommeil peut avoir beaucoup de conséquences potentiellement graves sur le développement physique et psychologique de l'enfant. Et donc, vous voyez, il y a plein de choses à expliquer aux parents. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, mais que je forme aussi ces napsothérapeutes pour qu'ils aillent propager la bonne nouvelle dans les entreprises, dans les écoles aussi, dans les maisons de retraite, parce que le napsothérapeute est également formé aux besoins du sujet âgé. Et donc, il y a des animations très sympas à faire dans les maisons de retraite aussi sur ce sujet-là. Surtout que les gens âgés ont souvent ça touche tout le monde. Ça touche vraiment tout le monde. Absolument. Pour ça, c'est une formation très complète et c'est pour ça aussi qu'elle dure 9 mois. Alors, c'est pas 9 mois à temps plein, je rassure. C'est 9 mois à raison de 4 à 5 jours de travail par mois, ce qui fait que ça peut permettre à certains élèves d'avoir un travail à côté. Faire ça le week-end ou le soir. Voilà. C'est tout à fait compatible avec la famille, avec le boulot. Puis quand on veut, on bosse un peu plus, comme vous dites, le soir ou le week-end. Et elles y arrivent vraiment très, très bien. Je suis épatée. Ça, c'est un vrai sujet parce que je sais que régulièrement, moi, il y a des personnes qui me disent non, mais bon, moi, je travaille, j'ai des enfants. Mais finalement, quand on a vraiment envie de faire quelque chose, on arrive toujours à trouver le temps. C'est une question. Finalement, on a tous des journées de 24 heures, mais
au lieu de passer 1 heure à regarder Instagram ou de regarder un film le soir, bah, si on est vraiment intéressé par un sujet, bah, finalement, on va se former, on va lire, on va regarder des vidéos sur ce sujet-là. Et du coup, le temps, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire de ce temps-là. Ah oui, tout à fait. Et puis, il faut aussi penser à soi. Et quand je parlais tout à l'heure d'anticipation et de vision, à un moment donné, on connaît tout ça, hein, parce que je suis mère aussi. Mais vous voyez, j'arrive à conjuguer. Bon, il faut dire que maintenant, ça y est, hein, les oiseaux quittent le nid. Mais j'ai toujours, de toute façon, conjugué les deux. Une activité professionnelle très intense et une activité familiale aussi et conjugale. Vous avez combien d'enfants? Un. Un seul enfant. Oui, oui, Et j'ai bien réussi. Mais je l'ai oui. bien réussi. Et donc, c'est une question d'organisation. En fait, il y a des gens qui se noient dans un verre d'eau et il y en a d'autres qui, parce qu'ils sont bien organisés, ils ont une tête bien faite et ils ne perdent jamais leur temps, tout se fait bien sans que ce soit forcément dans le stress. Je travaille énormément, mais je ne suis pas stressée. Je ne suis jamais stressée parce que le planning, il est bien fait et il faut toujours garder une place pour soi aussi. Et donc, là, pour rebondir sur ce que vous disiez, il faut aussi penser à soi et penser aussi à ce qu'on veut faire plus tard. Parce que les choses s'anticipent à l'avance. Quand on est mère de famille avec des enfants de bas âge, d'accord, on est complètement investi là-dedans. Mais quand ils s'approchent de la majorité, à ce moment-là, il faut se dire, bon, et qu'est-ce qui va se passer après? Et qu'est-ce que je vais devenir et qu'est-ce que j'aimerais faire? Voilà. Et à un moment donné, il faut s'interroger sur soi-même et sur ses envies. Et c'est pour ça que, en moyenne, la plupart de mes élèves ont 35, 40 ans. Ce sont des femmes qui se sont bien épanouies dans leur boulot, dans leur vie familiale et qui ont envie de tourner une page pour se lancer dans quelque chose qui ait du sens pour elles, qui les fasse vibrer. Voilà, qui les fasse vibrer comme le reste, mais en sorte une nouvelle vie. Et donc, il y en a qui le font simplement pour apprendre et il y en a d'autres qui le font parce qu'elles préparent leur coup. Et elles se disent, voilà, moi, je vais apprendre sur ces sujets qui me passionnent, je veux décrocher mon diplôme et ensuite je vais bosser. Et je sais comment je vais bosser. Pour certaines, après, je pense qu'en effet, ça dépend vraiment. Moi, je vois je vous disais hors micro, j'ai créé ma propre méthode qui est donc un bilan de compétences et qui est assimilé à un bilan de compétences, mais qui va beaucoup plus en profondeur, qui justement permet d'écouter sa petite voix, savoir quels sont ses besoins pour pouvoir être vraiment aligné. Et parfois, en fait, ça dépend vraiment des moments de vie et puis des personnalités, parce que je sais que dans les personnes aussi que j'ai interviewées ou des personnes qui suivent le programme, ils n'ont pas forcément l'idée ils commencent une formation, mais pas forcément avec l'idée de se dire que ça sera leur métier. Mais par contre, en le faisant, même ça peut être pas du tout l'idée, juste en se disant j'ai envie d'apprendre ça pour moi parce que ça va m'aider. Et puis après, ils découvrent une passion sur ce domaine-là. Et moi, typiquement, quand j'ai créé le programme, en fait, c'est ce que m'avait dit ma psy à l'époque quand j'étais suivie par une psychiatre au moment du burn-out. Elle m'avait dit, mais en fait, vous avez envie de créer quelque chose pour aider les personnes à ne pas souffrir de ceux où vous avez souffert. Et en effet, moi, clairement, quand je vois des personnes qui sont proches du burn-out, j'ai envie de dire freinez parce que ça fait très mal et que il y a des séquelles à vie. Et du coup, c'est souvent intéressant de voir que soit il y en a qui anticipent, soit il y en a qui vont vraiment être dans le flow et qui vont pas se rendre compte des choses, mais qu'après ça va, comme on disait tout à l'heure, j'allais dire, enfin, c'est une synchronicité, pas un hasard. Mais tout à fait. On n'est pas obligé de savoir exactement ce qu'on va faire. Par contre, voilà, très bien. Une formation nous plaît, on l'a fait, et puis ça mûrit. Ça mûrit. Voilà, la chenille devient papillon. Donc voilà, ça mûrit en soi. Et puis ensuite, une fois que la formation est terminée, là aussi, quand je vous disais qu'il faut toujours se mettre à la place de la personne, j'ai évidemment prévu un accompagnement après la formation et la délivrance du diplôme pour aider ensuite à construire le lancement dans le métier. Donc, il y a des outils en libéral, des fiches conseils, des questionnaires déjà pré-rédigés pour aider à l'entretien, vous voyez. Il y a aussi des présentations PowerPoint qui sont toutes prêtes et qui aident à les présenter dans les entreprises ou dans les écoles. Vous leur simplifiez la tâche. Absolument, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut après. Donc, il y a le pendant et il y a l'après. Voilà. Comment vous écoutez votre petite voix? Comment quoi? Comment vous écoutez votre intuition, votre petite voix? Oh, alors en marchant.
Je vais vous dire, c'est extraordinaire parce que honnêtement, quand on est à l'hôpital, on a le nez dans le guidon, hein. On est devant nos patients, on est complètement occupé, il faut résoudre des tas de problèmes, il faut trouver des solutions. Voilà, on n'a pas tellement le temps de réfléchir à autre chose. Bon, ensuite, quand je rentre, je dois gérer mon école, je fais mes visioconférences pour les cours du soir, je dois corriger les devoirs des uns et des autres, je dois animer les réunions. Enfin bon, bref, donc vraiment, j'ai pas beaucoup de temps pour ce recul c'est ce temps de recul qui permet d'être visionnaire. Voilà. Et alors, le temps de recul, c'est quand je dois avouer que je travaille aussi le week-end, mais vous voyez, je suis pas du tout stressée. On peut bosser 7 jours sur 7. Je suis un très mauvais exemple, mais en même temps un très bon exemple aussi, et quand on aime ce qu'on fait, on peut vraiment beaucoup travailler. Quand on aime ce qu'on fait, on le fait sans stress. Voilà. Oui, puis après, on est dans la bonne énergie, vous êtes dans la bonne énergie. Oui, bien sûr. Et donc, je parlais de la marche, mais vous voyez, moi, j'ai besoin de marcher et je trouve ça extraordinaire. Et tous les jours, qu'il fasse nuit, qu'il pleuve, qu'il vente, etc., hop, je mets mon manteau, mes moufles, mon bonnet, parce que là, on est en automne-hiver, hein, bon. Si on nous écoute et qu'il fait très chaud, c'est sans bonnet et sans moufle. Et donc, je pars marcher. Et alors là, c'est extraordinaire. J'adore la marche. Et vous pouvez pas imaginer la quantité d'idées qui viennent pendant qu'on marche. Voilà. Je m'abrutis pas avec de la musique ou quoi que ce soit. Je suis là, je suis bien, je regarde autour de moi, mon cerveau fonctionne, je suis en harmonie avec le milieu dans lequel je marche. Ça peut être la forêt, ça peut être un bord de Seine, parce que je suis pas loin de la Seine et de la forêt. Voilà, c'est un moment d'épanouissement personnel. Et la plupart de mes idées, tout comme mes jours de vacances, sont les moments où vraiment je sens venir ce qu'il faut faire et comment le faire. Comment vous célébrez vos réussites? Oh, alors là, avec beaucoup d'humilité. Ah non, je suis pas du genre à faire la fête. Non, mon petit entourage, j'ai plaisir à l'annoncer, à mon fils, à mon époux. On se fait peut-être une coupe de champagne à la maison, tranquille. Voilà, j'en parle aussi à quelques amis et on peut faire quelque chose de chouette. Mais voilà, j'ai le triomphe modeste. Et en fait, quand je réussis quelque chose, je passe tout de suite à autre chose. Je me demande comment faire pour amplifier, rebondir, avancer. En fait, j'ai tout le temps envie d'avancer. Voilà, il faut avancer. Quand j'avance pas, j'ai l'impression de reculer. Donc, je lance toujours quelque chose de nouveau. La napsothérapie, pour moi, c'est une avancée fantastique. Parce que, honnêtement, il faut avoir du culot, hein. Pour lancer une formation et un nouveau métier, je peux vous assurer qu'en France, c'est pas facile. Alors, c'est un métier dans l'accompagnement, hein. Donc, voilà. Mais c'est une responsabilité pour moi. Et donc, je m'attache à ce que la formation soit bien encadrée par mes soins. Et je ne délivre pas le diplôme à n'importe qui. Et vous avez quoi comme taux, du coup, de réussite à l'examen? 99,9%. Et ceux qui ne l'ont pas réussi, ce sont en général ceux qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout de la formation, soit pour des raisons de santé, soit pour des raisons familiales. Et dans ce cas-là, comme je suis pas une peau de vache, je leur propose de s'inscrire à la promotion suivante pour reprendre la formation et aller jusqu'au bout. Autrement dit, quand quelqu'un se paie sa formation, il est sûr d'avoir son diplôme à partir du moment où il travaille. Parce qu'il y en a qui quand même, je dis, là vous exagérez, faut bosser un peu plus, hein. C'est un petit peu juste. À quel moment dans votre vie vous vous êtes dit pourquoi pas moi? Très vite. En fait, quand j'ai fini mes études de diététique, je me suis dit pourquoi je ne serais pas médecin. Voilà. Donc, hop, je l'ai été. Ensuite, pourquoi je n'ouvrirais pas une école de formation? Hop, je l'ai été. Pourquoi je ne créerais pas un nouveau métier? Hop, j'ai lancé un nouveau métier. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qui m'attend plus tard. Et parce que tout ça se cumule quand même, hein, donc il faut quand même beaucoup d'énergie. Mais voilà, on est tous et toutes capables de plein de choses. Il ne faut pas douter de soi. Par contre, il faut être lucide. Hein. Il faut être lucide. Ça veut dire que quand on prépare son coup, il faut quand même bien le préparer. Il faut pas se lancer comme ça. Il faut donner de la profondeur à son projet. Il faut avoir un déclic, en fait. C'est un peu comme chez les gens qui fument. Il y a le petit déclic superficiel qui vous fait tenir juste un mois, et puis il y a le déclic sincère et profond qui vous fait arrêter définitivement.
Mais c'est pareil, quand on tient à un projet, il se mûrit, il se réfléchit, on peut en parler aux autres aussi. Il y en a qui font leur choix seuls et puis il y en a qui ont besoin de l'avis des autres pour avancer aussi. Votre bilan de compétences, par exemple, il est très bien parce que je suis sûre que vous le faites très bien. Merci. Oui, mais en fait, vous savez, c'est parce que vous êtes passé par là. Et donc, bien sûr. vous savez très bien ce qu'il en retourne. C'est le fruit de mon expérience, justement. Et ben voilà. Et c'est pour ça qu'il est bon, certainement, votre bilan. C'est que vous êtes passé par là. Voilà. Et donc, moi, c'est pareil, je sais de quoi je parle. Quand je parle de nutrition, quand je parle d'activité physique, quand je parle de sommeil, c'est parce que mon quotidien est rempli de patients qui ont des problèmes et que je sais comment prendre ces problèmes et comment trouver les bons conseils adaptés à chacun. Voilà. C'est mon quotidien depuis 25 ans. Donc, je sais de quoi je parle. Et donc, j'encourage tous ceux et celles qui ont cette petite, envie de se dire, mais pourquoi pas moi? Mais non, tout est possible. Et vous voyez, même une formation médicale, au contenu médical, peut être accessible sans être professionnel de santé. Il suffit de chercher, de trouver et de tomber sur ce podcast. Voilà. Et si c'est pas indiscret, vous avez quel âge? Est-ce que je dois vraiment le dire? Je me permets de vous poser la question parce que c'est une grande question que beaucoup de personnes posent en disant non, mais je suis trop âgée pour faire ci, pour faire ça. Et alors, je ne sais pas quel âge vous avez, mais en tout cas, je sais qu'on n'a pas tout à fait le même âge et que vous avez une énergie incroyable. Donc, c'est pour dire à toutes les personnes, allez-y, il n'y a pas d'âge qui compte. Exactement. Tout à fait. Vous voulez pas répondre du coup à la question? Mais non, parce que je trouve que en France, bon, allez, on va le dire. Bon, alors j'ai 65 ans. Voilà. Super. Non, mais je trouve que c'est super parce que vous vous lancez dans des nouvelles aventures et à 65 ans, il y en a beaucoup qui se disent, moi, je vais être à la retraite et je trouve ça génial que. Mais tout à fait, tout à fait. Et puis, moi, j'ai le sentiment, j'ai pas du tout le sentiment quand je vois des patientes qui ont mon âge, j'ai l'impression qu'il y a tout un monde entre nous parce que moi, j'ai l'impression d'en avoir 40. Et donc, j'ai l'énergie d'une jeune femme, mais parce que je mange bien, parce que je dors bien et parce que je bouge et que je suis active. Et vous voyez, c'est aussi, il faut donner l'exemple. Voilà, il faut donner l'exemple. Quand on est en surpoids, mal fagoté et fatigué, comment voulez-vous être crédible quand vous donnez des conseils à des gens? Bon, donc je tiens à être et à rester dynamique en appliquant moi-même tous les fondements que j'enseigne et donc ça marche et donc voilà, j'irai jusqu'au bout. C'est quelque chose que je ferai jusqu'au bout de mes forces. Moi, à la retraite, il n'en est pas question. Il n'en est pas question parce que j'ai beaucoup de plaisir et même je me lève avec la napsothérapie en tête et je m'endors avec la napsothérapie en tête. Donc, c'est ma vie et donc j'irai jusqu'au bout et je la porterai la napsothérapie jusqu'au bout. Alors, bien sûr, j'ai toute une équipe qui m'encadre et qui, le jour où j'irai dans un autre monde, eh bien, il y aura de toute façon une continuité. Que les gens soient rassurés. Hein, voilà, c'est pas parce que j'ai 65 ans qu'il faut qu'ils se disent « Oh, bah alors, ça va s'arrêter ». Non, pas du tout. Au contraire. Exactement, je fais des émules, des ambassadeurs, j'ai toute une équipe et je vais vous dire, j'ai tellement raison. J'ai tellement raison de lancer un métier de prévention que je sais qu'il va exploser, ce métier. Je sais qu'il va se développer. Je sais qu'il y aura beaucoup. Alors actuellement, il y a une centaine de napsothérapeutes en France et dans le monde. Puisque comme c'est une formation à distance, j'ai des personnes qui viennent du Maghreb. Donc, j'ai des médecins. Alors là, ce sont des professionnels de santé pour le coup. Mais pas que. J'ai aussi des coachs sportifs. Alors, Maroc, Tunisie, Algérie, La Réunion, les Antilles, l'Afrique, le Canada. Donc, ça appelle de tous les pays. Donc, je suis dans le vrai. Voilà. Et quand on est dans la prévention, on est forcément dans le vrai. Bien sûr. Donc, je sais que je vais avoir une armée de napsothérapeutes qui vont se répandre semer la bonne parole et dans le monde, voilà, et que la napsothérapie me survivra, voilà, elle continuera sa belle vie parce que c'est un concept qui est juste, qui est adapté et qui peut-être sauvera la planète. Vous voyez, je suis même ambitieuse. Ouais, mais il faut. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que ça n'a échappé à personne que l'obésité est un fléau qui se répand de plus en plus.
honnêtement. Hein. On en vient à développer les techniques de chirurgie bariatrique et quand on voit finalement l'explosion de la demande pour ces médicaments anti-obésité, on voit que c'est énorme. Là, en France, 1 personne sur 2 est en surpoids. Aux États-Unis, 1 personne sur 3 est en situation d'obésité, hein, alors qu'en France, c'est 1 sur 6. Mais on estime que si on continue comme ça, dans une vingtaine d'années, on en sera où en sont les Américains à l'heure actuelle. Bon, donc c'est pas très reluisant. Donc, c'est très bien de se mobiliser pour soigner l'obésité, mais c'est encore il faut anticiper, prévenir, bien sûr. Et ben, on est d'accord. Voilà. Donc, on arrête de massacrer son sommeil, on arrête de rester sédentaire, on arrête de mal manger, et c'est tout ça grâce au napsothérapeute. C'est quoi pour vous la réussite? Alors, la réussite, d'abord, c'est d'être fier de soi. Hein. C'est pas forcément une réussite financière. Et je la mets pas du tout en première intention. La réussite, c'est d'être fier de soi et content de ce qu'on fait. Voilà. Et d'avoir l'impression que ce qu'on fait est utile. Moi, je pense, et puis alors attention, l'utilité, c'est pas forcément une utilité concrète, ça peut être aussi tout simplement aider des gens, hein. C'est se sentir utile. Voilà. Je pense que nous avons tous un rôle à jouer sur cette terre. Chacun va le jouer sa petite musique, hein, et le jouer à sa manière, ce rôle, voilà. Mais je crois qu'il faut pas rater son passage sur terre. Voilà. On est complètement d'accord. C'est ce que j'appelle. C'est pas moi qui ai trouvé ce mot, hein. C'est la raison d'être. On a tous des qualités, des talents et une singularité qui nous permet de. Et en effet, ça peut être aider quelqu'un, mais ça peut être aussi. Moi, j'ai souvent, ça peut être une coiffeuse qui va permettre à quelqu'un de se sentir beau ou belle. Ça peut être un vendeur dans un magasin qui va permettre de choisir le bon vêtement. Donc, il y a pas besoin d'être médecin ou de travailler dans une ONG pour pouvoir contribuer. Se faire plaisir et faire plaisir à l'autre. C'est ça. Et je crois que quand on est dans la bienveillance, voilà. Et qu'on est à sa place, parce qu'en fait, finalement, c'est ça qui est génial, c'est que quand on est à sa place, à la fois, ça nous fait plaisir parce que on utilise ce pourquoi on est fait, et à la fois, ça a forcément, c'est mathématique, ça a forcément un impact bénéfique sur les autres. C'est ça qui est génial. C'est ça. Ouais. Être porteur de joie, de bonheur, hein, et aider les autres. Mais je trouve que c'est pas forcément, ça n'a pas forcément une connotation religieuse, ce que je dis. Non, pas du tout. Bien sûr que non. Simplement, quand on fait du bien aux autres, on se fait du bien à soi aussi. Qu'est-ce que vous pensez que la petite Laurence de 6 ans dirait si elle vous voyait aujourd'hui? La petite Laurence de 6 ans. De 6 ans. Ah. Oh ben, je crois qu'elle serait très contente du chemin qu'elle a parcouru. Voilà. Parce que quand il m'arrive de revivre mes années d'enfance, d'adolescence, des études, ben je m'aperçois que j'ai toujours suivi un fil, en fait. Et là, je me dis, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière ce fil ou pas? Chacun a ses convictions, mais j'ai le sentiment d'avoir été cohérente, voilà, dans ce que j'ai fait et d'avoir toujours éprouvé beaucoup de plaisir. J'ai eu la chance et vraiment, et je remercie, je suis toujours reconnaissante, même à la fin de la journée, hein, de ce que j'ai vécu, parce que sur le plan je touche du bois, mais voilà, j'ai suivi un chemin toujours dans l'optimisme. Je suis quelqu'un de profondément optimiste, voilà, d'heureux et d'optimiste. Bien sûr, j'ai eu mes moments de souffrance, mais je crois qu'on se construit aussi avec des moments difficiles qu'on arrive à surmonter. C'est quoi d'ailleurs la plus grande difficulté que vous ayez eu à traverser? Ah ben c'est la perte de mon père. Ça, j'ai perdu mon père. Et pour des raisons médicales. Et ça, quand on est médecin, je peux vous assurer que ça fait mal. Ça fait très, très mal. Parce qu'on se culpabilise, on se dit, si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela, peut-être qu'il n'aurait pas eu ceci, cela. Et donc, on a tendance à se culpabiliser. Voilà. Donc, je m'en suis beaucoup voulu. Je m'en suis presque même sentie responsable, alors que tout le monde autour de moi me disait, mais non, hein, c'est pas de ta faute. Bon, voilà, donc ça a été, voilà, j'ai perdu mon père et pour moi, ça a été très dur, très, très dur. Voilà. Mais j'ai surmonté ça, puis de toute façon, il est là, je le sais, près de moi. J'ai perdu aussi des êtres chers, des amis très sincères,
un ami très sincère auquel je tenais beaucoup, avec qui j'ai fait toutes mes études de médecine et qui est parti il y a très très peu de temps. Et là, je trouve que c'est profondément injuste. Il était plus jeune que moi et il est parti plus tôt que moi. Et il a été très courageux parce que c'était une maladie, vraiment maladie de Parkinson chez un sujet jeune. C'est vraiment très injuste. Et voilà. Et donc, il me manque beaucoup. Mais c'est pareil, c'est une autre présence. Et je continue de faire vivre les êtres auxquels je tiens en moi-même, par la pensée. Donc, c'est moins dur. Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, on fait des renoncements. C'est quoi pour vous les renoncements? Alors, là, je suis tellement investie dans mon travail que j'ai renoncé transitoirement à beaucoup d'activités de loisirs. C'est-à-dire des voyages à l'étranger qui peuvent durer 15 jours, 3 semaines. Pour l'instant, c'est un bonheur et un plaisir que je ne peux pas, auquel je ne peux pas avoir accès, parce que je travaille tout le temps en flux tendu. Je fais 3 métiers en un seul. Il y a l'activité hospitalière, il y a l'activité de professeur. J'enseigne, enfin avec la napsothérapie. J'enseigne également dans une école de diététique à des futures diététiciennes. J'écris aussi beaucoup d'articles. Et donc, je travaille quasiment 7 jours sur 7. Bon. Et quand je m'en vais, les mails, j'ai 300 mails qui arrivent tous les jours. J'ai des élèves qui m'envoient des messages, qui me posent des questions, qui ont besoin que je leur envoie des documents et des choses comme ça. Donc, je ne peux quasiment jamais m'absenter. Donc ça, pour le moment, c'est un sacrifice. Et ça, j'en suis consciente. Je sens aussi que le temps passe. Donc, je vais certainement réorganiser ma façon de travailler de façon à rester toujours efficace dans l'objectif de la napsothérapie pour que la qualité de l'enseignement soit la même. Mais je vais certainement travailler aussi à libérer plus de temps pour moi et à profiter, à rentrer dans mon petit coucou rouge, voilà, et à aller à la rencontre des gens et des pays. Et parfois, je me dis, parce que j'ai toujours 3000 idées à l'heure, je me dis parfois que j'aimerais beaucoup découvrir des nouvelles civilisations, des nouvelles cultures alimentaires, d'aller faire des reportages, voilà, la caméra sur l'épaule, ou partir avec un caméraman et de tourner des reportages sur la façon dont les gens vivent dans d'autres pays. Leur relation à l'alimentation, la relation aussi au corps, l'activité physique, le sport, la relation au sommeil, la façon dont finalement ces peuples vivent et comment ils le vivent, les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, comment ils les résolvent. Et je trouve que ça ferait des très chouettes documentaires. Ouais, voilà. Sûr, ouais. Mais ça prend beaucoup de temps, mais j'aurais grand plaisir à le faire, ça aussi. Rentrer dans les usines, voir comment les produits se fabriquent et pouvoir filmer tout ça pour pouvoir aussi en informer. Enfin, vous voyez, c'est une autre forme de pédagogie. C'est une pédagogie visuelle, voilà, documentaire et qui en même temps permettrait de voyager. Ça fait partie aussi de mes projets. Ça lie à tous les plaisirs. Oui. Bon, vous voyez que j'arrête jamais. Hein. Mais vous voyez, ça me manque. Les voyages, ça me manque. Voilà, ça j'aimerais beaucoup. Oh, quand je vois des gens autour de moi qui me disent bon je m'en vais à l'île Maurice, là je vais passer 3 semaines à l'île Maurice, je me dis bon sang, mais bon alors je ne suis pas à plaindre encore une fois, je suis tellement heureuse de tout ce que je fais. J'habite dans un endroit agréable, il y a des forêts, il y a je fais du sport, franchement, je me sens bien. Voilà, je me sens bien. Super. C'est quoi vos plus grandes peurs dans la vie? Ma plus grande peur. Ma plus grande peur, c'est un jour de tomber malade et de ne plus pouvoir faire tout ce que j'aime faire. Voilà. Donc c'est pour ça que je prends soin de moi. Et que je fais attention. Vous parliez tout à l'heure des messages du corps, et vous avez tout à fait raison parce que le corps parle. Vous êtes arrivé à un stade de burn-out. Moi, ça ne m'arrivera pas, je touche du bois, mais non, parce que j'aime ce que je fais, personne ne m'impose quoi que ce soit, et quand je sens que j'ai besoin de ralentir, je ralentis, et il n'y a personne qui est là pour me demander d'accélérer quand j'ai envie de ralentir. Ouais. Donc, je suis à l'écoute de mon corps. Quand je suis fatiguée, je me couche à 8 heures si j'ai envie, à 20 heures. Si je veux me prendre mes 2 jours de week-end, je me les prends. Si je veux me prendre ma semaine de vacances, parce que j'en ai quand même, faut pas exagérer, je prends quand même des vacances et j'ai quand même un époux, donc
Mais il est aussi Après, de beau. toute façon, le rôle de l'entourage enfin, Ah ben, bien sûr, dans le burn-out, il est multifactoriel et finalement, le rôle bien de l'entourage, sûr, bien sûr, on bien sûr. dézoome sur sa vie quelques années après, on se rend compte en fait du rôle de l'entourage et de certaines personnes qui potentiellement sur le moment, on peut se dire que c'est des personnes qui nous ont aidés. Et quand on dézoome, en fait, au contraire, on se dit qu'il y a des personnes qui nous ont enfoncés. Mais ça, il faut du recul, Bien voilà. sûr. Non, C'est moi j'ai un entourage extrêmement bienveillant, Mm. toujours porteur, c'est bien, continue, bravo, félicitations, très bonne idée, etc. Et puis je suis à l'écoute de mon corps. Voilà. Ouais. Donc si j'ai besoin de me reposer, je me repose. Si j'ai besoin de sortir, de marcher, je marche. Si j'ai envie d'aller faire du sport, j'y vais. Vous voyez, je m'organise Ouais, comme ça me semble pour me préserver. super. De quoi vous êtes la plus fière aujourd'hui? Bah, c'est ça, de là où j'en suis, parce que franchement, d'abord, il y a pas, je trouve qu'il n'y a pas de plus beau métier que de soigner les gens. Je suis tellement fière quand je fais un diagnostic et que je soigne quelqu'un et que je lui ai rendu ce service-là. Ah, je suis tellement fière d'avoir réussi ça. Voilà. Et puis de lancer ce métier de napsothérapeute, je trouve aussi que c'est vraiment c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de mobilisation, mais qu'est-ce que j'en suis fière. Et je suis aussi également très fière des témoignages de mes élèves. Parce que à la fin de la formation, que vous avez des gens qui vous remercient, qui vous félicitent pour la qualité de la formation, qui sont tellement heureux, qui vous tiennent au courant de la façon dont ils le vivent après et qui ne vous oublient jamais, ben ça vraiment, ça aussi. C'est comme un professeur, vous voyez. Être professeur, c'est très agréable. Mm. Voilà. Donc ça, je suis très fière de ça. Je suis très fière aussi de ma famille, hein. Faut pas Mm. oublier, hein. Je suis très fière de mon fils, je suis très Mm. fière de mon mari, parce que je parle toujours de moi, de moi, de moi, de moi, mais je suis très fière de ma famille, hein, de mes proches, de ma mère, de ma sœur, de mes amis aussi. Donc, je suis très fière de tout le monde, voilà, parce que je suis très bien entourée. Est-ce qu'il y a un conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne et que du coup vous aimeriez donner aujourd'hui? Un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne. Oh, alors écoutez, je me suis construite toute seule. Peut-être que j'aurais aimé dans les médias, avoir un espèce de Pygmalion, vous voyez, qui m'aurait introduit à la télé, à la radio, qui m'aurait ouvert les portes. Parce que malgré tout, ce sont des milieux assez fermés, vous Ouais. voyez. Mm. Et ben, je suis très fière d'avoir fait moi-même mon chemin et d'avoir été ou d'être invitée sur les plateaux télé, dans toutes les grandes chaînes de radio, Europe 1, France Inter, dans beaucoup d'émissions télévisuelles, de connaître pratiquement une soixantaine de journalistes qui m'apprécient beaucoup parce que quand on m'appelle et quand on me demande d'aider à la rédaction d'un article, je suis pas là à expédier le journaliste. J'ai du respect toujours. Moi, je suis toujours très respectueuse envers les gens. Et si je passe une heure à l'aider à construire son article, eh bien, elle m'en est finalement très reconnaissante. Et donc, voilà. Et après, par le bouche à oreille, je suis invitée à droite et à gauche. Mais j'ai dû bosser, hein. J'ai dû bosser, hein. Il n'y a pas eu comme ça la baguette magique. Hop, allez, tu vas faire un plateau télé, France 2, TF1, etc. J'ai dû me faire toute seule. Voilà. Et donc, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui m'ouvre, qui m'aurait ouvert les portes de la notoriété médiatique, parce que je sais que j'en suis capable, je sais que je le mérite aussi avec tout ce que je fais. On vit à une époque où les femmes, finalement, s'expriment de plus en plus. Jusqu'à présent, c'était surtout les hommes qui étaient invités. Maintenant, les femmes prennent la parole. Et il y a des femmes de grande valeur qui le méritent bien, qui souvent n'osent pas le faire. Moi, j'aime ça et j'aurais aimé qu'on m'ouvre les portes encore davantage. Voilà, c'est le seul. Mais j'y suis arrivée par moi-même. Mais c'est un appel, hein. Si quelqu'un nous entend, le message est lancé. Et Exactement. c'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné? Le meilleur conseil, bah, c'est vas-y, fonce. Voilà, vas-y, fonce. Tu peux y arriver, vas-y, fonce. C'est quoi vos prochains défis? Ou votre prochain défi? Ah ben, c'est de développer la napsothérapie, hein, et de vraiment, encore une fois, d'inonder la France de napsothérapeutes, que ça devienne vraiment un métier reconnu, que les entreprises aient plaisir à demander des napsothérapeutes, qu'on réclame les napsothérapeutes un peu partout, et que ça rayonne aussi dans d'autres pays. Voilà. Donc c'est ça mon projet. Je suis complètement investie là-dedans et ça y est, c'est du travail, hein. C'est du travail.
Mais comme je Est-ce sais que que j'ai raison, ça va le faire. De toute façon, à part vos livres, est-ce que oui. vous avez un conseil de lecture à partager avec nous? Ah, alors les lectures. Ah oui, ah là là. Si je peux conseiller, alors attendez, je vais chercher les deux livres pour ne pas me tromper dans De les non. titres. Je vais les chercher. Voilà. En attendant que Laurence aille chercher le livre, je vous rappelle que je n'envoie jamais les questions à mes invités. Donc, du coup, c'est pour ça que parfois, il y a des petits blancs et puis des moments où ils cherchent le nom du conseil de lecture, parce que je les prends au dépourvu pour ceux qui n'ont jamais écouté le podcast. Oui, donc là, c'est vraiment du direct, hein. C'est ça, c'est du direct. Alors, j'ai découvert Pascal Bruckner. Pascal Bruckner, c'est un philosophe. Mais vous savez, moi, il y a philosophe et philosophe. Il y a les philosophes où au bout de 3 lignes, vous refermez le bouquin parce que vous comprenez rien. Et Pascal Bruckner, quand je le lis, ben, je suis épatée. Ses mots sont justes. Son expression est claire. Il écrit très très bien. Et il vous embarque dans son univers, mais qui est un univers très accessible et très concret. Alors, je donne un exemple. J'ai eu un coup de foudre. Moi, j'adore la montagne. Voilà. Donc, tous les étés, je pars marcher dans la montagne. J'adore cette minéralité qui m'apporte une énergie formidable. Et j'aime l'effort. J'aime monter. J'aime plus monter que descendre, d'ailleurs. Mais à un moment donné, il faut bien descendre, hein. Mais j'adore monter. J'adore l'effort, j'adore ce grand espace qui se révèle à vous quand vous avez souffert. Et un jour, je suis tombée sur un livre, mais que je recommande 3000 fois. Ça s'appelle Dans l'amitié d'une montagne, de Pascal Bruckner, de l'Académie Goncourt quand même, hein. Qui est édité chez Poche. Hein. Et ce livre est extraordinaire parce que lui-même est un montagnard et il exprime tout ce qu'il ressent devant un glacier, devant un champ de neige, devant une forêt de sapins, en plein effort. Mais c'est tellement bien dit, pour moi, pour l'avoir vécu, que je trouve ce livre extraordinaire. Et c'est aussi une éloge de l'effort. Pourquoi est-ce qu'on aime souffrir finalement quand on se tape un flanc de montagne? Donc vraiment un livre extraordinaire, Dans l'amitié d'une montagne. Et puis, je suis en train de découvrir un autre livre de lui-même, Une brève éternité, donc Philosophie de la longévité, qui est une réflexion sur, nous vivons de plus en plus longtemps, hein. On a cette chance-là, hein, parce que avant, à 60 ans, on était terminé, hein. Je serais même plus là pour vous parler, hein. Donc, grâce à cette belle époque, eh bien, nous pouvons espérer vivre centenaire et en bonne santé. Et donc, finalement, la mentalité n'est plus du tout la même. La mentalité du senior n'est plus du tout la même. Et je trouve que cette façon qu'il a de parler et d'étudier cette évolution de la pensée, elle est extraordinaire. Donc voilà, si j'ai 2 livres à recommander, c'est Dans l'amitié d'une montagne et Une brève éternité de Pascal Bruckner. Super, merci beaucoup Laurence. Du coup, je vais partager tous les liens. D'ici là, vous aurez un compte Instagram, donc je mettrai le lien dans le blog, sur le blog pourquoipasmoi.co. Et puis, je mettrai aussi du coup le lien vers votre site internet pour toutes les personnes qui sont intéressées par ce magnifique métier de napsothérapeute. Oui, avant de se quitter, à qui avez-vous je vais pas. C'est les aléas du direct. Alors, il est 18h. En général, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, je fais toujours les interviews le matin parce que je suis plus fraîche le matin. Donc, je vais la refaire. À qui avez-vous envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Je vais dire d'abord merci à mon mari et à mon fils, à notre fils, voilà. Parce qu'ils sont autour de moi, parce qu'ils m'entourent de leur amour, de leur confiance et de leurs encouragements, et ça j'adore. Voilà, c'est mon petit nid d'amour. Et puis merci aussi à ma mère, parce que même si mon père n'est plus là physiquement, allez, je vais dire à mes parents. Je vais dire merci à mes parents, voilà, de m'avoir fait ainsi, parce que après tout, si je suis optimiste et courageuse et bienveillante, c'est aussi parce que j'ai eu la chance d'avoir une enfance et une adolescence heureuse.
Voilà, donc merci à eux aussi qui ont toujours su, voilà. Merci aussi à ma sœur, hein, qui est une personne formidable, qui est médecin aussi, voilà, qui est formidable. Et puis à ses enfants, enfin voilà, je vais dire merci à tout le monde, mais surtout à mon petit noyau d'amour que sont Sam et Maxime. Voilà. Merci beaucoup, Laurence. Eh bien, c'est un vrai plaisir, Charlotte. Et je veux dire, moi, j'en connais des interviews, hein, j'en ai beaucoup vécu, mais je trouve que la vôtre est tout à fait atypique. Bon, d'abord parce que vous m'avez fait beaucoup parler de moi-même, hein, je me suis livrée, hein, vous m'avez posé des questions. Ah là là, la discrétion, mais bon, je me suis prêtée au jeu, mais c'est bien parce que on est presque l'une en face de l'autre dans un petit canapé. On est dans la discussion, vous voyez. Vous rompez la glace assez facilement et c'est vrai que cette proximité, vous êtes assez forte quand même pour l'établir et je trouve ça très bien parce que c'est une interview qui a du relief, voilà, qui a du cœur, qui a du relief, qui est chaleureuse et je pense que nos auditeurs le ressentiront. Un grand merci, Laurence. Avec plaisir, Charlotte. Et si toi aussi tu as envie de découvrir ta raison d'être, comme mon invité du jour, je serai ravie de t'accompagner avec le bilan de compétences nouvelle génération. Pour en savoir plus, tu as le lien dans les notes de l'épisode. Tu aimes le podcast Pourquoi pas moi ? Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée et mets 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Une fois encore, je te mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'oublie pas d'en parler autour de toi et surtout de ne jamais oublier de te dire « Pourquoi pas moi ?»